Bonsoir les parents débrouillards, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de Maman Bien en tête. On se retrouve ce soir pour un nouvel épisode podcast, le deuxième, où j'ai l'honneur de recevoir Peggy Lamiot. Peggy Lamiot, qui est orthophoniste, mais aussi autrice. C'est d'ailleurs comme cela que j'ai pu la rencontrer, la découvrir. Formatrice, et elle s'intéresse aux apprentissages de l'enfant, mais aussi à la parentalité, aux troubles des apprentissages. J'ai décidé de lui laisser la parole ce soir parce que il me semble qu'avec toute son expérience, mais également sa grande largesse, elle va pouvoir nous dispenser certains conseils, mais avant toute chose, partager ses connaissances et ses expériences. C'est vraiment très enrichissant, que ce soit du côté des parents, des enseignants, des instructeurs IEFR, mais aussi tous ceux qui s'intéressent finalement à l'éducation et à la transmission de connaissances. Je vais la laisser se présenter, je vais lui laisser la parole, et puis voilà, bonsoir Peggy Lamiot. Je te laisse te présenter et puis par la suite, je te poserai tout un tas de questions. Bonjour, alors tout d'abord je vous remercie de m'avoir invitée, de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer. Donc je m'appelle Peggy Lamiot, je suis orthophoniste, formatrice et aussi autrice et éditrice. Donc moi au départ j'étais très intéressée par l'enseignement. J'ai fait une fac de lettres et puis une licence sciences de l'éducation parce que vraiment je voulais enseigner. Mais c'était à une époque qui peut paraître un peu bizarre aujourd'hui, mais c'était une époque où on était beaucoup trop de candidats pour le peu de postes qu'il y avait, et donc j'ai vite réfléchi à un plan B. Et finalement, je faisais du soutien scolaire à l'époque, et je me suis dit que m'intéresser non pas au groupe classe, à emmener tout le groupe classe vers les apprentissages, mais plutôt à celui qui était tout seul, en difficulté, ça pouvait être bien aussi. Donc voilà, j'ai fini par avoir mon concours d'orthophonie et fait mes études. Et puis j'ai jamais cessé de me former, de m'intéresser à tout ce qui tourne autour des apprentissages, de la parentalité. J'ai eu l'occasion aussi d'être enseignante à l'école d'orthophonie de Lille pendant une dizaine d'années. Et puis je me suis aussi formée, j'ai un DU sur les troubles des apprentissages. Et j'ai eu une grande passion pour la pédagogie Montessori. Donc je me suis formée, j'ai fait tout un cycle 3-6 sur la pédagogie Montessori qui m'a vraiment beaucoup passionnée. Et il y a quelques années, en 2017, on a fait un tour du monde avec mon mari et mes 2 enfants, ce qui fait que je me suis retrouvée à m'occuper de l'école pour les enfants pendant plusieurs mois. Ils étaient alors en CE1 et CM2. Voilà, c'était une période que j'ai vraiment beaucoup aimé faire ça. Et ensuite, nous sommes rentrés, les enfants sont retournés à l'école. Et quelques années plus tard, en 2021, on a décidé de devenir digital nomade. Ça veut dire qu'en fait, on voyage en permanence, on a vendu toutes nos affaires, et tous les 3 à 4 mois, on change de pays. Quand on est parti, mes enfants étaient en 5e pour mon fils et en seconde pour ma fille. Cette fois, on a fait le choix du CNED pour des raisons diverses et variées, on va dire. Et ça a été une expérience un petit peu différente. Et puis, quand ma fille était en terminale, elle nous a demandé de pouvoir retourner dans un établissement pour pouvoir bénéficier du contrôle continu et puis de retrouver des amis. Donc voilà. Et on est arrivé cette année, elle est maintenant étudiante, donc elle ne voyage plus avec nous, mais mon fils est toujours avec nous. Et en 2021, quand on a décidé de devenir digital nomade, il a été compliqué pour moi de garder mon activité d'orthophoniste. Donc avec mon mari, on a envisagé une reconversion professionnelle, et c'est à ce moment-là qu'on est devenu auteur et éditeur via Amazon. Donc aujourd'hui, voilà, on écrit des livres. Alors on a vraiment toute une collection diverse et variée. Moi, j'écris principalement des livres sur les apprentissages parce que ça reste pour moi une grande passion, et notamment des livres autour de l'apprentissage de la lecture.
Et j'ai également une dernière activité de formatrice. Je travaille pour une plateforme qui s'appelle Dismed Formation et qui propose des formations aux enseignants des lycées français à l'étranger. Et donc je m'occupe du contenu des formations et je donne des formations sur notamment tous les troubles qu'on appelait troubles 10, tous les troubles des apprentissages en général et la pédagogie. Je te remercie pour ta présentation. On est encore une fois ravis de t'avoir auprès de nous. Alors, la question que je vais te poser est la suivante. Quels sont, selon toi, les bienfaits du plaisir et de l'amusement dans les apprentissages ? C'est vrai qu'on sait que jouer avec notre enfant, par exemple en instruction en famille, passer par le biais de jeux de société, c'est vraiment quelque chose qui permet finalement une transmission facile et agréable. Alors je te laisse un petit peu m'en dire un peu plus sur ce sujet. Alors, les bienfaits du plaisir et de l'amusement, évidemment, ils sont grands. Le premier que je vois, c'est qu'en fait, le plaisir, c'est une émotion. Et aujourd'hui, les neurosciences, elles nous ont appris que la mémorisation va de pair avec les émotions. Et effectivement, on se souvient mieux d'un événement qui a été associé à une émotion forte. Alors, parfois, c'est une émotion négative, mais ça marche aussi avec les émotions de plaisir. Donc ça, c'est important. Par contre, je voudrais rebondir tout de suite parce qu'il y a un écueil avec cette notion de plaisir et d'amusement. C'est que du coup, parfois, les parents, ou même les enseignants, tous les gens qui accompagnent des enfants, peuvent se mettre ça un peu comme une espèce de leitmotiv en disant quoi que je propose à l'enfant, il faut qu'il s'amuse en fait, il faut absolument qu'il soit dans le plaisir. Et du coup, ça sous-entendrait un truc qui serait que si l'enfant il a l'air d'être en train de faire des efforts ou de galérer un peu, c'est pas bon en fait. Il faudrait pas qu'il y ait ça. Et ça pour moi c'est une erreur, c'est vraiment une erreur fondamentale. En fait, c'est pas le fait que l'enfant doive absolument galérer, mais il faut que l'enfant apprenne à réitérer, à recommencer, à réessayer. Pour moi, le meilleur exemple, j'en parle souvent, mais regardez un enfant qui apprend à marcher, parce que c'est intéressant l'apprentissage de la marche, parce qu'en fait, ça se passe de langage. Il n'y a jamais un enfant qui, un jour, s'est dit « Oh bah non, bah tant pis, je laisse tomber, en fait, je reste assis. Et puis c'est tout, je passerai le reste de ma vie comme ça. » Jamais, en fait. Ça fait partie du développement neurobiologique de l'enfant, d'être dans les apprentissages, d'aller vers l'effort. Et en fait, l'enfant qui apprend à marcher, évidemment, il tombe. Et en soi, c'est important qu'il tombe. Parce qu'à chaque fois qu'il tombe, il tire les leçons de ce qu'il a fait juste avant. En se disant, tiens, j'ai trop penché à droite, j'ai trop penché à gauche, trop en avant, faut que je rectifie. Et en fait, c'est des espèces d'essais-erreurs comme ça. Et ça vaut aussi pour tous les autres apprentissages, que ce soit le langage ou même l'entrée dans la lecture, etc. Et ça, c'est vraiment une notion qui doit être importante parce que ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis orthophoniste et il y a vraiment un truc que je constate ces 10 dernières années. Il y a vraiment une perte de cette notion d'effort chez les enfants et je suis toujours très surprise de voir des enfants, par exemple courant CEP, qui ont déjà abandonné en fait, qui se disent c'est tout en fait, la lecture c'est pas pour moi, etc. Parce que dès qu'ils ont la sensation d'être un peu en difficulté, ils associent ça à une incapacité. Et en fait, la notion de difficulté, elle fait partie de l'apprentissage. Donc, je me méfie toujours avec cette histoire de plaisir et d'amusement parce qu'il y a des fois cette fausse croyance qui est associée. Alors évidemment, la difficulté, c'est de trouver le juste dosage de difficulté, justement de galère entre guillemets. Et c'est cette fameuse, ce qu'on appelle la ZPD, la zone proximale de développement. C'est Vygotsky qui dit ça. C'est qu'en fait, quand on connaît le niveau de son enfant, il faut être juste un poil au-dessus pour la tirer un peu vers le haut. Et c'est toute la difficulté, notamment quand on est parent, d'être au-dessus, parce que si on est en dessous, l'enfant s'ennuie et il se désintéresse des apprentissages, et si on est trop au-dessus, là il galère et il commence à se convaincre qu'il est pas bon. Donc c'est un peu la seule difficulté, j'ai envie de dire. Voilà. Mais dans tous les cas,
si vous arrivez à mettre une dose de plaisir dans tout ça, sachez que vous allez vraiment favoriser la mémorisation. Ça c'est vraiment un truc essentiel. Et c'est aussi un message subtil que vous envoyez à l'enfant, c'est que regarde tout ce qu'on est en train de faire là c'est fun et tu vas voir, il y a encore plein d'autres trucs que tu ne sais pas et que tu vas apprendre et tout ça peut être fun. Comment en es-tu venu à mettre le jeu finalement et le plaisir comme pilier de l'apprentissage ? Et qu'est-ce qui t'a motivé à écrire des fichiers de ce type ? Alors, le plaisir et le jeu comme pilier de l'approche, pour moi, moi qui suis orthophoniste, en fait, les jeux sont vraiment nos supports de travail. Donc vous voyez, on peut associer jeu et travail dans la même phrase. Parce que c'est une évidence, il n'y a pas d'enfant qui joue pas. Ça, c'est important aussi de le rappeler. Maintenant, effectivement, tous les enfants ne jouent pas avec tous les jeux qui existent aujourd'hui. Et dans ce cas, le problème n'est peut-être pas l'enfant, mais le problème est peut-être les jeux qu'on lui propose. Donc, en fait, l'utilisation du jeu comme support, pour moi, c'est juste une évidence. Aussi parce que je vois trop d'enfants, enfin dans mon cabinet en tout cas, où dès qu'on a quelque chose qui ressemble de près ou de loin à du scolaire, et des fois c'est juste un support papier, une fiche, vous voyez. J'ai l'impression de pouvoir lire en transparence ce qui se passe dans leur tête. Il y a un mouvement de recul. Il y a des enfants qui sont à ce point fâchés avec l'école et les apprentissages aujourd'hui, pour tout un tas d'expériences négatives, qu'en fait la simple présence sur la table d'une feuille ou d'un cahier fait que de toute façon ils vont se mettre dans un mauvais mood et ça y est, on les a déjà perdus. Donc là l'apprentissage n'est pas possible. Donc par le jeu, c'est intéressant parce que l'enfant va s'engager beaucoup plus facilement. Ce qui m'a fait aujourd'hui créer ces fichiers, en tout cas avoir envie, c'est... Alors moi je suis quelqu'un d'hyper pragmatique, j'ai beaucoup travaillé en ce qu'on appelle en intervention indirecte en orthophonie, c'est-à-dire avec les familles, en accompagnement parental, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que l'intervention directe avec l'enfant n'est pas suffisante. Nous on va voir l'enfant une fois, 2 fois, mais admettons 3 fois dans la semaine, pour certains cas, ça ne suffira quand même pas. Il faut absolument travailler avec l'école, avec les familles. Et en fait, concrètement, moi, les parents que je vois aujourd'hui dans mon cabinet sont des parents qui sont débordés, qui ont tout un tas d'autres choses à faire, des impératifs du quotidien. Et c'est vrai que quand des difficultés éventuelles arrivent à la maison, qu'elles s'additionnent aux devoirs, qu'elles s'additionnent à une réalité d'organisation, les parents me disent moi, j'ai pas beaucoup de temps, je sais pas quoi faire, je sais pas comment m'y prendre. Et le paradoxe, c'est qu'il y a aussi une énorme offre de livres, cahiers scolaires, cahiers de vacances, enfin de choses comme ça, mais qui sont pas toujours bien construits ou pas toujours bien faits. Donc j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. C'est aussi pour ça que j'ai créé la collection des petits monstres, parce que je trouvais que les monstres ils sont rigolos, les enfants aiment bien, ils accrochent. Et j'ai essayé aussi d'y mettre des supports avec une progression différente. Par exemple, j'ai travaillé sur les mots-outils du CP ou du CE1. J'ai mis une progression par longueur, ce qu'on trouve jamais. Par exemple, on trouve souvent une progression par fréquence. C'est les mots qu'on va rencontrer le plus fréquemment. Mais ça veut dire que des enfants qui sont un peu en difficulté, par exemple, des fois, dès le début de l'apprentissage de la lecture, vont se retrouver avec des mots-outils assez longs, avec des lettres muettes, etc. Des mots comme longtemps, par exemple, où il y a beaucoup de particularités orthographiques, etc. Donc en fait, j'ai préféré faire une progression un petit peu différente, en disant, écoute, c'est simple, les premiers mots auront 2 lettres. Comme ça, tu le sais. Voilà, l'enfant s'entraîne sur le 2 lettres en disant, moi, maintenant, tu vois, tu as été capable de faire les 2 lettres, on passe aux 3 lettres. Et voilà, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Selon toi, quelles sont les clés d'une transmission réussie ? En fait, comment tu pourrais décrire les ingrédients qu'il faudrait pour un apprentissage qui soit efficace ? Des conseils à nous dispenser sont les bienvenus. Alors pour moi, la première des choses, et c'est vraiment quelque chose que je trouve qu'on a perdu aujourd'hui, c'est que la situation, elle doit être réelle. C'est-à-dire que quand on propose à un enfant de faire un apprentissage, ça doit toujours partir d'une situation vraie.
si je pousse un peu le bouchon, c'est on va oublier cette histoire de baignoire qui goûte, en combien de temps elle sera remplie, etc. Enfin, vous savez, tous les clichés qu'on trouve sur les problèmes de maths. Dans tous les cas, il faut absolument rapprocher l'apprentissage de la vraie vie, parce que en vrai, les apprentissages, s'ils existent, c'est bien qu'ils répondent à une situation qui a existé pour de vrai un jour. J'essaye de m'expliquer pour être clair. Si on a inventé les calculs, par exemple, et les chiffres en mathématiques, c'est bien qu'à un moment donné, ça correspondait à un vrai problème. Les hommes de Cro-Magnon, quand ils devaient se déplacer et aller chercher les troupeaux de mammouths, quand ils les trouvaient, ils devaient en estimer le nombre à peu près. Sauf qu'ils n'avaient pas le langage et ils n'avaient pas les nombres écrits. Donc ils ont trouvé tout un système en utilisant leurs mains, en utilisant les cailloux au sol. C'est pour ça qu'on est par exemple aujourd'hui en base 10 et que calcul et cailloux sont de la même origine. C'est-à-dire que ça correspondait à un vrai problème pour eux. Et voilà pourquoi aujourd'hui on apprend les nombres. Alors, vous allez me dire, le problème, c'est que la situation de départ, elle est très loin. Plus personne ne compte les troupeaux de mammouths aujourd'hui. Et c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'il y a plein d'enfants qui sont persuadés que les apprentissages, les programmes ont été faits par des gens en costume dans un bureau qui ont décidé que les enfants allaient apprendre à compter, mais que en vrai, eux, quand ils seront grands dans leur vie de tous les jours, ils ne feront pas tout ça. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, quand ils sont persuadés de ça, en fait, ils font pas d'apprentissage. Donc vraiment, partez toujours d'une situation réelle. Je vous donne un exemple concret. Vous allez faire les courses, vous pouvez aller demander à votre enfant d'aller chercher les compotes dans le rayon compote en lui disant eh bien écoute, tu vas prendre les compotes pour une semaine pour ton frère et toi, sachant que vous en mangez chacun 2 par jour. Bon, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Et voilà. Et c'est tout. L'enfant, il va partir et il va se débrouiller. Il va se débrouiller avec ça, il va se débrouiller avec comment sont conditionnées les compotes, etc. Voilà. Et ça doit partir vraiment d'une situation réelle. La deuxième chose pour qu'un apprentissage fonctionne, c'est qu'il doit y avoir de la manipulation. Ça, c'est vraiment... C'est vraiment Montessori qui m'a appris ça, mais aujourd'hui, pour moi, je ne commence rien sans manipulation. Et quand je dis manipulation, c'est pas de la manipulation mentale, celle-là, elle doit arriver après, mais il doit y avoir de la vraie manipulation physique. Donc l'enfant doit pouvoir prendre des objets, les déplacer, les retourner, recommencer, etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. On passe trop vite, et sans se rendre compte, à ce qu'on appelle le code. C'est-à-dire trop vite, on va dire à l'enfant, eh ben attends, je vous reprends l'exemple des compotes, trop vite, on pourrait par exemple dire à l'enfant, imagine que tu vas au supermarché et là sortir une feuille, un crayon et lui dire, eh ben tiens regarde, on va écrire en opération, et donc là vous voyez on écrirait en chiffres, alors il y a je sais pas 12 compotes dans le paquet, multiplié par, et donc là je serais déjà dans le code, et en fait on a déjà perdu l'enfant. Lui, l'enfant, le code, il va le trouver, mais seulement une fois qu'il aura tout fait pour de vrai avec ses mains. C'est-à-dire qu'il sera allé au magasin, il aura regardé comment sont conditionnées les compotes, éventuellement il les aura achetées, il les aura ouvertes, il aura cassé les compotes mis par deux, etc. Et c'est seulement quand il a fini tout ça qu'on va lui dire « Ok, tout ce que tu viens de faire, eh bien écoute, on va l'écrire maintenant. Voilà comment on l'écrit à l'école, voilà comment on l'écrit en mathématiques. » Et là seulement on sort le code arabe, un crayon, une feuille, le signe plus, le signe égal, etc. Ça ne doit arriver qu'à la fin. Et on a trop tendance à mettre ça en premier. Donc n'oubliez pas la manipulation, ça c'est hyper important. Autre chose, pour un apprentissage qui fonctionne, il faut de la répétition. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que ça c'est vraiment hyper important. La répétition chez l'adulte, elle est trop associée à... je m'ennuie, j'ai pas besoin de répéter, je sais déjà, etc. Il y a quelque chose de négatif avec la répétition et la routine qui n'existe pas du tout dans la tête de l'enfant. Regardez les jeunes enfants quand vous commencez à leur lire une histoire le soir. Tous, à un moment donné, ils vous ont demandé 15 fois la même histoire, 15 soirs d'affilée. Ok, et ben c'est hyper important pour eux, en fait. L'apprentissage passe par la répétition. Donc il faut vraiment, vraiment instaurer la répétition. Parce que en tant qu'adulte, on a trop tendance à se dire « Oh mais ça, il sait déjà, c'est pas la peine, je vais pas lui reproposer. » Et ben si, parce qu'en fait, l'enfant conforte son apprentissage, il conforte le fait qu'il sait, il conforte le fait qu'il peut anticiper le résultat qui va arriver, et le résultat arrive effectivement, et là, ça le rassure en fait sur ses compétences. Donc ça, c'est hyper important. Autre chose... Laisser l'enfant apprendre seul, sans l'adulte, ça peut être un biais, notamment quand on est en IEF, parce qu'on se met un peu la pression sur le fait que on va être un transmetteur de savoir, etc. Oui, c'est vrai, hein, c'est en partie vrai. Mais en fait,
les enfants apprennent sans nous. Aucun parent n'a donné un cours à son enfant sur comment apprendre à marcher. Et pourtant, les enfants apprennent à marcher. Je reprends toujours cet exemple, mais c'est vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant, il est programmé pour apprendre. Donc, tranquillisez-vous, parents, il va s'y mettre. En fait, votre job en tant que parent, c'est plutôt d'être garante de l'environnement. C'est-à-dire, mettez dans l'environnement de votre enfant, dans son environnement visuel, dans ses mains, mettez du matériel. Mettez des jeux, mettez des situations, posez des questions. Et votre job est vraiment de ça. Poser les questions et pas d'y répondre en fait. Donc ça, c'est vraiment super important. Et puis pensez à faire une petite phase de verbalisation. Quand l'enfant a fini, qu'il a réussi, n'hésitez pas à lui demander, mais au fait, tu peux me raconter comment t'as fait ? Par où t'es passé ? C'était quoi ton chemin ? Et alors là, les enfants qui savent faire ça, je vous assure que ça donne des ados hyper performants, parce que c'est vraiment un problème au collège et plus tard. Ce sont ces enfants qui savent pas, qui se connaissent pas, qui savent pas par où ils sont passés, qui savent pas récapituler, qui savent pas remettre leur stratégie au clair, etc. Donc même à un enfant très jeune, on pense qu'un enfant de 5 ans, 6 ans, on peut pas demander ça. Si, on peut tout à fait lui demander. Autre chose importante, évidemment les erreurs. Et surtout, valoriser les erreurs. Alors moi j'ai une petite phrase, c'est « Bonjour Madame l'erreur ». Quand un enfant se trompe, je dis ça. « Bonjour Madame l'erreur, ah merci d'être venue, c'est génial ». Je vois que du coup, ça veut dire que s'il y a une erreur, c'est que tu as essayé. Et je te félicite d'avoir essayé, ça c'est vraiment bien. Bon, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, valoriser les erreurs qui sont aujourd'hui trop associées à pénalisation en fait, pour les enfants. Et puis une dernière chose, la patience. Ça c'est hyper important. Oui, alors que dire justement de la patience ? Est-ce qu'elle contribue à la bienveillance selon toi ? Alors la patience, c'est vraiment un vaste sujet. Je trouve aussi, là j'ai 20 années de recul, où je trouve que les choses ont beaucoup changé. On vit dans un monde qui va vite. Et pour les enfants, c'est très difficile de vivre dans cet environnement qui va à un rythme qui n'est pas du tout le leur. Et aujourd'hui, il y a peu d'espace où les enfants trouvent des adultes ou en tout cas un environnement qui va à leur rythme. Ils sont beaucoup dans augmenter leur performance, la réussite, se dépasser, etc. Autant dans la petite enfance encore, on a vraiment l'impression que les crèches, même encore l'école maternelle d'aujourd'hui, va respecter les rythmes des enfants, puis on a l'impression que ça bascule en fait. Sans jeter la pierre à personne, c'est très difficile d'être parent aujourd'hui, je trouve. Le monde va vite, on a l'impression qu'on doit être des experts, qu'il faut avoir lu tous les livres de développement personnel, être expert en parentalité, etc. Il y a des formations aujourd'hui pour parents. Et c'est comme si, en fait, on ne pouvait pas naturellement être un bon parent sans être passé par des espèces d'étapes de formation, en fait. Et c'est vrai que c'est difficile. Alors, pour retrouver un peu de patience, et pourquoi la patience c'est aussi important, c'est parce que moi, je me suis mis en tête, dès le départ, que si l'enfant n'arrive pas à faire ce que je suis en train de lui proposer, si je vois qu'il s'énerve, c'est parce qu'il ne comprend pas ou il n'y arrive pas. C'est pas qu'il n'est pas capable, c'est que ce que je lui ai proposé n'est pas suffisamment adapté à l'enfant. Et donc à chaque fois qu'il y a une situation comme ça qui coince, c'est comme une balle qui rebondit vers moi et jamais vers l'enfant. C'est qu'est-ce que je n'ai pas proposé, qu'est-ce que je pourrais proposer différemment, qu'est-ce que je pourrais changer dans ma proposition pour que l'enfant arrive là où je veux qu'il aille. Donc ça, c'est hyper important. Alors, ce qui me facilite la vie, c'est que quand je propose un jeu ou un exercice, quelque chose à faire à un enfant, j'ai des espèces de guides qui sont dans ma tête où je me dis, ok, pour répondre, pour faire ce jeu, par exemple, l'enfant, il doit avoir telle et telle compétence. Là, ça marche pas. Alors, je fais des suppositions. Est-ce que c'est parce que cette compétence-là, il l'a pas ? Bon, s'il l'a pas, je la prends en charge. C'est-à-dire que je vais faire à sa place cette partie-là. J'essaie de vous donner un exemple concret. Par exemple, je sais pas, un enfant qui a, admettons, un texte à lire et il n'y arrive pas. Alors, je vais essayer de comprendre. Bon, pourquoi il n'y arrive pas ? Il bute sur tous les mots ou il bute que sur certains mots ? Qu'est-ce qui se passe ? Il fatigue, il inverse, etc. Et là, je me rends compte que, en fait, il a des difficultés avec les B et les D.
Bon bah très bien, ok, je vais prendre en charge les B et les D, parce que moi ce qui m'intéresse c'est qu'il puisse lire le reste et qu'il soit en réussite coûte que coûte. Donc ce que je lui propose, soit les mots avec les B et les D, c'est moi qui vais les lire, ou alors je lui mets une petite aide à côté pour qu'il retrouve comment on fait la différence entre le B et le D, et je vais mettre ces mots en couleur. Comme ça je prends en charge en fait cette partie-là, et je m'assure qu'il ait de la réussite sur le reste. Et donc la patience pour moi elle vient de tout ça. Alors c'est facile, moi je suis toute seule avec l'enfant, c'est pas mon enfant quand je suis orthophoniste, mais on peut réussir quand même à mettre ça un petit peu dans son quotidien de parent et se dire aussi, ok, si je veux passer un petit peu de temps là avec mon enfant par exemple, 10 minutes c'est déjà hyper important en fait, parce qu'il y a plein de parents qui me disent ouais mais j'ai pas le temps, je travaille et voilà, et je l'entends, et en fait on se met d'accord sur par exemple une fois 10 minutes dans la semaine. Est-ce que ça vous semble possible? Il y a plein de parents qui trouvent une fois, 2 fois 10 minutes dans la semaine, et on se dit ok, sur ce temps de 10 minutes je fais un off total avec mon téléphone, le reste, la télé, etc. Et là je me consacre à mon enfant. Et en fait on voit qu'il y a plein de parents qui deviennent patients quand ils ont éteint en fait tout l'espèce de to-do list qu'ils ont en permanence dans la tête. Et donc, en fait, les gens sont réellement patients. C'est juste qu'ils ne sont pas dans un contexte où on leur permet de l'être, en fait. Aurais-tu des exemples de jeux ou d'activités pour développer le langage et la mémoire, par exemple ? Alors je pourrais vous donner plein d'exemples de jeux pour développer tout un tas de compétences. Je vais faire une sélection. Je vous donnerai pas de nom de jeu ou de marque, des choses comme ça, parce que il y en a plein, on a tous à la maison des mémories, des lotos, etc. Je veux juste vous montrer qu'en fait avec 3 fois rien, des étiquettes, des feuilles, des ciseaux, des crayons, moi ce sont vraiment mes premiers instruments de travail, on peut faire plein de choses. Je vous disais tout à l'heure de partir vraiment de situations vraies et réelles. Par exemple pour l'apprentissage de l'orthographe ou de la lecture, évidemment écrire des cartes postales, tenir une correspondance avec des gens de sa famille, ça c'est vraiment top. Comment on peut faire par exemple pour rendre manipulable l'orthographe ou moi j'aime beaucoup travailler avec des systèmes d'étiquettes. Si par exemple l'enfant a une liste de mots à apprendre, il doit savoir les orthographier correctement. Vous pouvez lui demander d'aller dans le salon par exemple, et dans le salon sur la table basse vous avez posé les étiquettes avec les mots que l'enfant doit retenir. Il en choisit une, il la regarde bien, et puis il revient en laissant l'étiquette sur place. Il revient dans la cuisine, par exemple, là où vous êtes, et il doit écrire le mot qu'il a regardé. Ça a l'air tout bête comme ça, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? En mettant de la distance, l'enfant, pendant tout le moment où il va marcher du salon jusqu'à la cuisine, il va devoir mettre dans sa tête le mot et le réactiver. Et donc, il y a plein d'enfants, par exemple, vous allez voir les premières fois, ils arrivent dans la cuisine et ils me disent « Oh, zut, j'ai oublié l'étiquette. » Bon, ok, pas de souci, vas-y, retourne. Et voilà. Et des fois, on peut faire ça 4, 5 fois. Et les enfants, pour un seul mot, ils vont devoir faire 4, 5 allers-retours. Mais c'est important, justement, la phase de mentalisation, c'est de dire les connaissances, elles doivent être manipulables et elles doivent être transportables pour que l'enfant puisse généraliser. Parce que vous savez, c'est toujours le fameux problème quand les enfants apprennent, ils savent, c'est nickel, on les interroge, tout va bien. Et puis, quelques jours plus tard, ou la semaine d'après, quand on en essaye de remettre en application ce qu'ils ont appris, ils ont tout oublié. On a l'impression qu'ils ont tout oublié. Et c'est qu'en fait, ça n'a pas été bien engrammé et l'enfant a du mal à retrouver le chemin jusqu'à sa connaissance. Donc, par exemple, mettre la distance. Je vous donne un tout autre exemple pour le langage, par exemple. Ça peut être important de prendre régulièrement des photos de, une fête de famille, par exemple, ou un repas, ou vraiment une sortie au parc, enfin des événements un peu anodins. D'imprimer les photos, de les remontrer à l'enfant très régulièrement et d'avoir une espèce d'album comme ça, où l'enfant va pouvoir reparler de quelque chose qui est passé, organiser son discours, etc. Pour un enfant qui aurait un peu moins de langage, qui serait plus en difficulté, par exemple, on pourrait aussi prendre les photos d'une seule personne, par exemple papa, qui fait différentes actions. Papa mange, papa dort, papa boit,
etc. Et donc voilà, on colle toutes ces photos sur une page, et puis on fait les mêmes photos avec maman, et puis on fait les mêmes photos avec le petit frère ou avec le chien, enfin etc. Voilà, et ça peut vraiment aider un enfant à développer son langage. Je te remercie. Comment les adultes pourraient-ils eux-mêmes apprendre à désapprendre finalement pour se reconnecter à des méthodes plus naturelles? Dans certains domaines, on le voit, que ce soit par exemple dans les soins, dans l'alimentation ou autre, c'est ce qu'arrive à faire un certain nombre de personnes. Et là, ça serait très intéressant de savoir si c'est plausible et surtout si c'est efficace dans le domaine de l'éducation. Alors je trouve cette question hyper intéressante. Elle découle aussi de ce qu'on disait avant concernant la patience. D'abord, il y a une première chose qui est hyper importante, c'est que en fait, l'enfant, il est programmé pour apprendre et pour faire. Et ça paraît tout bête comme idée, mais vraiment, quand j'ai découvert ça, c'est dans mes études d'orthophonie, mais c'est surtout à travers la pédagogie Montessori, c'est préprogrammé, quoi. Vraiment. Le cerveau, il va vers les apprentissages, il fait des déductions, voilà, tout ce dont il a besoin, c'est un environnement suffisamment riche et adapté. Donc, ça veut presque dire que même si vous ne faites pas grand-chose, en fait, vous faites déjà beaucoup, en fait, parce que vous permettez d'enclencher tout un processus qui va se dérouler de toute façon. Et je trouve que de savoir ça, en fait, on peut être plus tranquille, parce que il y a un défaut qu'on peut avoir, et surtout quand on fait de l'IEF, ou même quand on est enseignant, c'est qu'on a une espèce de surproduction, on propose plein de choses à l'enfant, vous savez, un peu comme Shiva, là, on a 12 bras, on dit je vais lui dire ça, je vais proposer ça, je vais faire ça, je vais l'emmener là, et on a une espèce de boulimie là, de propositions qui noie complètement les enfants, en fait. Alors qu'en fait, les enfants, vous les laissez dans un environnement comme un jardin, par exemple, dans lequel ils vont trouver des bâtons, des feuilles, de la terre, ils vont commencer à raconter une histoire, ils vont regarder les détails des feuilles, enfin, etc. Tout le process va se dérouler, en fait, quoi qu'il arrive. Donc, en fait, ça permet à l'adulte d'avoir une espèce de posture. Vous savez, je suis souvent penchée en avant comme ça parce que j'agis, et puis en fait, plein de fois, je me dis non, je me redresse et j'observe. Et en fait, si vous arrivez à faire ça tous les jours, prenez 5 minutes où vous ne faites rien, mais vous regardez votre enfant, vous le regardez agir. Et en fait, ça va vous rassurer aussi sur le fait que ça va se développer, en fait, quoi qu'il en soit. Et que finalement, votre part d'action, elle va être sur des petits détails ou sur des petites choses de l'environnement. Donc ayez confiance en votre enfant et ayez confiance en vous. Et puis, alors j'aime bien votre mot méthode plus naturelle, parce qu'en fait ça reflète aussi ce qui se passe beaucoup en ce moment. C'est vraiment dur d'être parent aujourd'hui, je trouve. Tout le monde se prétend expert de tout. Toutes les semaines, il sort des livres sur la parentalité, etc. Et il sort la parentalité bienveillante, et il sort le contraire. Et en vrai, on ne sait plus trop quoi faire. Dans l'humanité, on a été parents depuis des millions d'années, en fait. Les autres, ils sont arrivés, et nous aussi, on va y arriver. Donc, en fait, il faut aussi se faire confiance. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est vrai, c'est qu'en tant que parent, vous êtes les experts de votre enfant. Alors ça, c'est une phrase en orthophonie que je prononce tout le temps, et c'est aussi pour ça que je ne fais que travailler avec les parents, c'est que je leur dis peut-être que moi je suis expert dans la communication, le développement du langage, etc. Mais vous êtes les experts de votre enfant, et en fait moi je peux rien faire sans ça. Personne mieux que vous ne connaissez votre enfant. Donc en fait, faites le bilan sur vous. Enfin, vous êtes bon, quoi. Vous êtes bon, vous êtes compétent, vous le connaissez. Après, c'est une histoire d'adéquation, parce que tous les enfants sont différents, et vous savez bien, si vous avez plusieurs enfants, vous avez beau avoir l'idée que vous les éduquez tous de la même façon et vous faites la même chose et tout ça. En vrai, on sait très bien que c'est pas vrai. Nos enfants sont tous différents. Et puis, il faut aussi être vachement humble et puis sympa avec soi-même, parce que tout à l'heure, je vous disais, ce qui est important, c'est d'être dans la zone proximale de développement de l'enfant, c'est-à-dire juste au-dessus de son niveau. Mais en vrai, c'est vachement compliqué de faire ça, parce que votre enfant, c'est un être en évolution. Nous, les adultes, on évolue plus
comme eux, mais plus jamais aussi vite en fait. Donc en fait, si vous allez réussir à trouver cette zone proximale de développement, et ben très vite, c'est comme un savon, elle va fuir en fait. Vous devez vous réadapter en permanence. Donc quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui est difficile. Et c'est difficile pour vous, mais c'est difficile pour tous les parents. Donc si c'est cet enfant-là qui est avec vous dans cette famille-là, c'est que vous êtes parfaitement capable de trouver en fait le moyen. Et le premier réflexe, c'est souvent d'aller chercher conseil ailleurs, et pourquoi pas. Mais moi, je pense que le premier réflexe, ça doit être vraiment de se tourner vers son enfant. Parce que, en fait, l'enfant, il a aussi des solutions. Et ça, c'est un biais. C'est qu'en tant qu'adulte, on se pose toujours en une espèce de posture de sachant, de savant, en fait. On est l'adulte, on est celui qui sait, on est celui qui tire l'enfant, on marche devant et on tire l'enfant vers la bonne direction. En vrai, c'est pas du tout comme ça que ça se passe en fait. Puisque l'enfant il est programmé pour se développer, c'est lui qui va vous dire vers quoi il va aller. Et donc l'idée est plutôt que l'enfant marche devant en fait. Et le travail de l'adulte est plutôt, vous savez, comme avec une lanterne en fait, d'éclairer les chemins possibles en disant aux enfants, il y a ce chemin-là, il y a celui-là, il y a celui-là. En fonction de ce que tu sais faire aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de choisir quoi. Ce qui confirme ça aussi, vous savez, Maria Montessori, elle a montré qu'il y a des périodes sensibles chez l'enfant. Et si vous avez des jeunes enfants, vous vous en êtes rendu compte, il y a toujours un moment donné où, par exemple, les enfants ont une espèce de passion pour les chiffres. Et vous les voyez compter tout le temps. Ils comptent les marches des escaliers, les bouteilles d'eau dans le placard, enfin bref. Pourquoi ? Parce que ça correspond à leurs besoins du moment. Et que le cerveau, à ce moment-là, il a découvert les chiffres et il veut s'exercer et il fait encore et encore. Et c'est là où on voit un peu des fois la stupidité des programmes scolaires où voilà, il est arrivé à 30, enfin 29, il veut savoir ce qu'il y a après. On lui dit ah bah non, ça c'est pour l'année prochaine. Bah non, c'est maintenant que ce cerveau-là veut savoir ça. Donc en fait, sortez des cadres un petit peu qui existent et aller vers ce que l'enfant il nous montre en fait tout le temps, ce qui l'intéresse aujourd'hui, vers quoi il veut aller. Et donc, si vous arrivez à trouver cette réassurance de vous êtes capable, vous savez faire, vous allez savoir faire et vous allez vous améliorer. Et si vous vous plantez, ben vous dites bonjour madame l'erreur et allez, c'est reparti. Et puis, 2, faites confiance à l'enfant. L'enfant, il sait, il est programmé de toute façon pour apprendre. Donc, on y va, faites-lui confiance. Qu'est-ce que tu pourrais recommander pour un enfant qui a des difficultés, voire un ou plusieurs troubles ? Si vous avez l'impression que votre enfant a des difficultés à faire quelque chose, essayez de comprendre de quoi est composée la tâche. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour un enfant qui aurait du mal en graphisme. Votre enfant, il apprend à faire les lettres et puis ça se passe pas bien. L'écriture est pas jolie. Le résultat est pas ce qui est attendu. Vous le sentez en difficulté. L'enfant pleure, s'énerve, ça va pas. Ok. Finalement, l'idée c'est de réfléchir à ce qu'il est en train de faire. Écrire, ça a l'air d'être juste une action, écrire. Mais en fait, ça demande plein de choses. Ça va demander une certaine motricité de la main. Ça va demander une coordination entre l'œil et la main. Ça va demander d'avoir mémorisé la lettre. Donc finalement, quand mon enfant n'y arrive pas, j'ai l'impression que la difficulté, elle est plutôt où ? C'est la motricité de la main. Ah ok, en fait peut-être que cet enfant il n'est pas du tout prêt à avoir un crayon dans la main en fait. Le crayon il arrive qu'à la fin. Le crayon c'est pas un outil pour s'entraîner à devenir bon avec le crayon. Donc ça veut dire qu'il faut retravailler par exemple toute la motricité des doigts, travailler avec les pinces, etc. Peut-être que mon enfant il a du mal à coordonner l'action de l'œil et la main. Peut-être que la main et l'œil en fait sont pas ensemble en même temps et du coup ça marche pas. Et bien là on peut travailler tout un tas de petites activités comme, je sais pas, mettre des petits objets dans des tout petits contenants. Donc il faut bien que on laisse tomber par exemple la perle à l'intérieur d'un petit bocal ou alors faire tomber une goutte dans un rond qu'on a tracé sur une feuille. Il y a plein de choses à faire avant. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer, quand l'enfant est en difficulté, de se dire je pense qu'en fait il y a plusieurs sous-tâches dans ce qu'il est en train de faire et probablement c'est l'une d'elles qui coince. Et si c'est ça, est-ce que là cette tâche je peux pas moi la prendre en charge? Ou alors si c'est ça, est-ce que cette tâche je ne peux pas la retravailler isolément pour qu'au final il y arrive?
Donc ça, ce serait pour un enfant qui serait en difficulté. Maintenant, un enfant qui a un trouble, ça c'est un peu différent. Parce que l'enfant qui est en difficulté, si on repasse les étapes précédentes qu'on a peut-être sautées ou voilà, et qu'il s'entraîne et qu'il répète, il va y arriver en fait. Il est simplement juste un petit peu décalé sur cette tâche-là, mais l'entraînement va faire qu'il y arrive. Un enfant qui présente un trouble, la répétition n'aide pas. C'est-à-dire qu'en fait, cet enfant, on pourrait, par exemple, un enfant dysgraphique, vous pouvez lui faire retravailler les pinces, refaire muscler les doigts, ça ne marchera pas en fait. Il n'a pas le programme en fait. Il l'a pas. Donc c'est pas la peine de répéter en fait. Donc le truc est de savoir si cet enfant il est réellement en retard ou s'il présente un trouble. Là pour le coup il y a vraiment que les professionnels concernés qui pourront vous répondre. Donc orthophoniste, psychologue, psychomote, là tout dépend de la difficulté de l'enfant. Donc vraiment mon conseil c'est si vous avez un doute, il faut consulter absolument pour qu'on puisse vous éclairer sur ces un retard, c'est un trouble, et auquel cas, si c'est un trouble, là, il faut des adaptations particulières. Et là, c'est vraiment le rôle du professionnel, parce que être parent, c'est déjà difficile. Si en plus, on doit être capable de s'adapter à cet enfant qui présente un trouble des apprentissages, etc., c'est vraiment difficile. Donc là, c'est tout le rôle des professionnels, de vous guider, d'essayer de comprendre comment fonctionne cet enfant, qu'est-ce qui fonctionne chez lui, qu'est-ce qui fonctionne pas du tout, et du coup, d'adapter l'environnement, d'adapter les apprentissages et de faire des croix sur des apprentissages qui ne seront de toute façon pas possibles. Mais en vrai, on s'en fiche. Si je reprends mon exemple du graphisme, par exemple, et qu'on se dit, ok, dans ce cas, cet enfant, le graphisme, en fait, ça marche pas et ça marchera jamais s'il a une dysgraphie, on passe à un outil. Aujourd'hui, on a plein d'outils numériques et c'est pas grave, tant mieux, parce qu'en fait, on sait que l'idée, c'est que l'enfant reste sur le chemin des apprentissages, qu'il continue à pouvoir, par exemple, répondre à une évaluation. Peu importe que cette réponse, elle soit sur un ordinateur ou qu'elle soit avec un crayon et une feuille. On s'en fiche parce que ce qu'on veut, c'est qu'il nous montre en fait qu'il a été capable de faire un apprentissage, comme une leçon d'histoire par exemple, et qu'il montre qu'il a des connaissances. Et c'est tout ce qu'on souhaite en fait. Comment les enseignants peuvent-ils intégrer plus de jeux dans leurs cours, par exemple, ou les instructeurs en famille ? Alors ça, c'est une question difficile. Je suis très admirative du travail des enseignants. Maria Montessori, elle disait que c'était dans une société les personnes les plus importantes et celles qui devraient être les mieux payées, parce que ce sont elles qui gèrent notre avenir en fait, parce que les enfants sont notre avenir dans la société, et je suis complètement d'accord avec elle. Je sais que les conditions aujourd'hui sont pas simples. En tout cas, on peut intégrer le jeu dans les apprentissages, c'est faisable. Il faut balancer ça avec le fait que jouer à 2 ou à 3 à la maison avec 1 ou 2 enfants et jouer avec 25 enfants dans la classe, évidemment, c'est pas la même donne. Donc, il vaut mieux constituer des petits groupes. Ce que je conseille aussi aux enseignants, c'est, s'ils veulent absolument utiliser le jeu, c'est d'avoir des jeux très routiniers avec les mêmes règles. Parce qu'il y a aussi toute une logistique de mise en place d'un jeu, d'apprendre les règles, la gestion du dé, la boîte, les cartes, etc. Je voulais dire, moi je suis quelqu'un de très pragmatique en fait, et des fois on écoute des podcasts ou on lit des livres, il y a des belles idées, et puis en fait quand on arrive concrètement dans sa classe, le lendemain matin on se dit ouais c'est bien gentil, mais en fait là c'est pas possible en fait. Donc l'idée, si vous décidez de créer un jeu, par exemple un jeu de plateau, eh bien dupliquer ce jeu en fait. Si vous le créez, je sais pas moi, pour la conjugaison du présent, dupliquer exactement le même pour l'imparfait. Comme ça, il y a aussi une charge mentale en fait qui s'allège pour vous, qui fait que les enfants qui ont déjà joué avec le jeu sur le présent, sans problème vont pouvoir remettre en place le jeu sur l'imparfait, et ça va bien fonctionner. On peut demander aux enfants de créer des jeux. Moi, je l'ai souvent fait. Alors, les premières fois, c'est toute une logistique, ça prend du temps, etc. Mais en fait, si c'est une habitude qu'on met en place, ça finit par bien marcher. Et alors, il y a un truc qui est génial. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent fait, notamment avec les enfants qui ont des problèmes avec les consignes. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ça, mais alors en orthophonie, c'est une demande hyper fréquente d'enfants qui ne comprennent pas les consignes, qui sont parfois des enfants qui ont des problèmes de compréhension de toute façon,
voilà, mais des fois des enfants qui n'ont absolument pas de problème de compréhension, ni en langage oral, ni en langage écrit, et juste sur cette particularité-là des consignes, ça marche pas. Et c'est vrai que les consignes, elles sont particulières. Souvent, c'est des phrases avec des verbes infinitifs, par exemple. Or, jamais dans la vie de tous les jours, on parle comme ça, ni dans les textes non plus, en fait. Et il y a un truc qui peut bien fonctionner, c'est pour un enfant, c'est de lui dire, eh bien, écoute, je te propose d'être le maître ou la maîtresse et d'inventer une évaluation ou d'inventer des questions sur la leçon. Et t'as le droit de faire des pièges, si tu veux. Au contraire même, ce serait vraiment bien. Et alors ça, c'est intéressant parce que ça fait basculer les enfants de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont plus passifs face aux consignes, mais ils vont devenir acteurs et créateurs des consignes. Et du coup, ça va leur permettre de comprendre, en fait, comment on fait pour bien faire une consigne. Des fois, il y a des enfants, par exemple, qui vont poser une question dans laquelle il y a la réponse. Et ils s'en rendent pas forcément compte. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, il faut qu'il y ait un autre enfant en face qui lui dit, en fait, c'est facile, regarde, la réponse est là. Et là, l'enfant comprend, ah oui, la formulation de sa question n'est pas la bonne. Donc voilà. Et aussi, la création des pièges, ça aussi, c'est hyper intéressant parce que ça va obliger l'enfant à se dire, tiens, dans ma leçon, le piège est souvent la particularité, l'exception. Donc c'est ça. La question, si je veux qu'elle soit difficile, il faut que j'aille chercher ça. Et donc, où est la difficulté dans la leçon ? Alors, dans une leçon de grammaire, ça peut être facile parce que la liste des exceptions est donnée. Mais dans une leçon d'histoire géo, par exemple, comment on fait pour trouver une question difficile ? Eh bien, ça, c'est toute une démarche qui peut être intéressante. Donc, ça peut être aussi une forme de jeu, alors, c'est juste une proposition, mais une forme de jeu possible en classe, c'est d'essayer de faire créer les questions aux enfants et puis après d'intégrer ça dans un jeu de cartes, un jeu de plateau, peu importe, et en général, les enfants adorent. La question que je me pose, c'est quel livre conseiller finalement ? Alors en ce qui concerne les livres, évidemment Maria Montessori et puis par extension les livres de Céline Alvarez. Je trouve que c'est vraiment toujours intéressant parce que quand on est en difficulté ou qu'on ne sait pas trop, l'idéal est de savoir faire un pas de côté ou de savoir dézoomer. Et je trouve que ces livres nous aident vraiment à prendre de la hauteur et de regarder un enfant de façon différente. Et de dire, finalement, c'est quoi un enfant ? Et il y a quelques grands principes, en fait, à connaître et à savoir. Et ça suffit, quoi. C'est pas la peine de se noyer d'infos, etc. Donc, je conseille des livres et en même temps j'en conseillerais pas trop en fait parce que on peut vite s'enfermer et essayer d'apliquer des méthodes, des choses, etc. Revenez au conseil de grand-mère aussi. Ça peut paraître un peu bateau ce que je dis, mais finalement, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que les enfants sont élevés juste par des parents et encore parfois par des familles monoparentales. Et c'est ça qui est difficile. Quand on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, c'est vrai. Et avant, on élevait un enfant à facilement 2 générations, des fois 3, parce qu'on vivait tous sous le même toit, etc. Et que chaque génération apportait quelque chose à l'enfant. Et là, aujourd'hui, les parents doivent avoir toutes ces fonctions-là à eux tout seuls, quoi. C'est un poids et une charge terrible. Donc voilà. Après, si votre enfant il est vers le trouble ou la difficulté, il existe des livres très intéressants, alors notamment tous ceux du docteur Olivier Revol. Je trouve qu'ils sont très bien vulgarisés, on apprend plein de choses, c'est hyper intéressant. Et pour les enseignants, dernièrement, j'ai lu les neurosciences cognitives dans la classe. C'est très pratique, il y a des fiches, c'est bien expliqué, et je trouve que ça peut être un bon livre de chevet. Aurais-tu un exemple d'apprentissage marquant où le jeu aurait transformé un apprentissage difficile en réussite ? Alors, un apprentissage marquant, je vais vous parler des mathématiques parce que c'est l'une de mes spécialités. Et je travaille avec beaucoup d'enfants qui n'entrent pas dans la numération, c'est-à-dire qui comprennent pas. Par exemple, je sais pas, quand on écrit 24, que déjà le 2 et le 4 sont pas les mêmes entités, enfin on parle pas des mêmes choses. Alors ils peuvent vous dire, ah oui, le 2 c'est des dizaines et le 4 c'est des unités, parce qu'ils ont bien appris leur leçon. Et quand vous leur demandez ce que c'est une dizaine, ou mieux encore, de leur donner une dizaine, enfin de nous donner une dizaine avec du matériel, vous seriez très surpris de ce qu'ils font. Et j'ai croisé beaucoup d'enfants comme ça, j'ai croisé des collégiens
qui étaient dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'au quotidien, ils gèrent des puissances, des fractions, etc. Et en fait, ils n'ont pas le concept de la dizaine, ce qui est assez incroyable. Et donc, pour ces enfants, j'utilise forcément du matériel et de la manipulation. Alors, on peut utiliser les perles Montessori, mais sinon, du matériel plus simple et qui coûte moins cher, des petits bâtonnets en bois, en fait, qu'on fait regrouper aux enfants. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises un truc que j'appelle un eureka jubilatoire. C'est que quand l'enfant a posé ses unités, il en a 9, et puis d'un coup, il en rajoute une, ça fait 10. Il comprend qu'il doit attacher ces 10 unités, les faire passer à côté, ça fait une dizaine. Et là, d'un coup, il regarde le chiffre 24, par exemple, qui est écrit, et il dit « Oh, ah ouais, ah mais alors, le 2 là, c'est 2 paquets !» Et je vous assure que c'est juste génial, parce que là, on se dit « Ah bah ça y est, en fait, tout ce temps perdu juste pour ça. » Et donc là, vous pouvez plus l'arrêter. L'enfant enchaîne et il dit « Ah mais alors, quand j'écris un 6 et un 3, ça veut dire que c'est comme ça, c'est comme ça ?» Ah oui. Et là, on lui propose 99, donc 9 et 9. Et là, il est hyper content. Il dit « Ah mais je sais ce qui va se passer, en fait. Et ben là, je vais fabriquer une dizaine, mais j'aurai aussi 10 dizaines. Du coup, ça va faire... Ah mais alors, ça fait une centaine. » Et là, l'enfant, il comprend qu'en fait, tout ça, ça n'est qu'un système qui fait que se répéter. Donc en fait, il n'a pas besoin d'apprendre tous les nombres. En fait, il a juste compris le principe. Et ça, quand ça arrive, c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire pour l'enfant, mais je trouve que c'est extraordinaire pour l'adulte aussi qui est juste en face de lui. Où peut-on trouver tes livres ? Alors aujourd'hui, tous nos livres sont en vente via Amazon. On a donc 2 maisons d'édition, une qui s'appelle Édition Renard, donc si vous tapez Édition Renard dans Amazon, vous allez nous trouver, et puis une deuxième qui s'appelle Écureuil Édition. Et on peut aussi nous trouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou TikTok avec le compte Écureuil Édition. Je voudrais juste conclure en ajoutant une petite idée que j'ai oublié de développer par rapport notamment à l'apprentissage du langage, c'est de ne pas hésiter à utiliser du vocabulaire et du vocabulaire précis. Si vos enfants sont petits, montrez-leur des objets, même des choses complexes. N'hésitez pas à aller au marché, leur montrer tous les fruits et légumes, utiliser les noms savants. Les enfants en fait adorent utiliser les noms compliqués, et souvent on s'interdit un peu en se disant je vais simplifier ou je vais trouver un nom générique, etc. Et voilà, je me souviens, mes enfants avaient beaucoup ri quand on avait appris les cucurbitacées. On en rit encore aujourd'hui, ils sont grands, mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'important, d'autant que on sait aujourd'hui que le niveau de vocabulaire est un bon prédictif de l'entrée dans la lecture, donc c'est vraiment essentiel de le faire. Voilà, je voulais aussi dire à tous les parents que vous fassiez l'école à la maison ou pas, et aussi à tous les enseignants de vous rappeler combien ce que vous faites est important en fait. Et moi je considère en fait que c'est un privilège pour moi d'être entourée d'enfants, parce que en fait ils ont plein de choses à m'apprendre, et en prenant les choses comme ça, en me disant en fait c'est eux qui m'apprennent des choses. Moi je fais des propositions, mais eux, quand je vois ce qu'ils font de mes propositions, comment ils s'en emparent, comment des fois ils s'en emparent pas, ou comment des fois ils les démontent et ils font autre chose avec, en fait je suis vraiment dans cette posture où je les regarde faire, et tout ce qu'ils font est aussi un apprentissage pour moi. Et en fait en prenant cette posture là, ça m'a pris un peu de temps, mais en prenant cette posture-là, aujourd'hui, je ressens moins de pression par rapport à mes patients, mais par rapport à mes propres enfants aussi, surtout qu'ils sont ados aujourd'hui, et mon Dieu que c'est difficile d'avoir des ados, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, j'essaye de les regarder, parce que je sais aussi que je suis un miroir pour eux. Ils vont chercher dans mes yeux à voir ce qu'ils valent. Et en fait, j'essaye toujours de leur renvoyer une image de confiance, en disant j'ai confiance. Et si c'est pas là tout de suite, pas aujourd'hui que tu vas y arriver, et ben c'est bientôt en fait. C'est bientôt, et je sais que tu vas y arriver quoi qu'il arrive. Et je ne sais pas vraiment par quel chemin tu vas y arriver, mais en tout cas, ça va être possible. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et
je considère vraiment que c'est une chance en fait de pouvoir évoluer tous les jours auprès d'enfants. Voilà, je voulais vous remercier de m'avoir donné la parole et puis aussi relativiser tout ce que j'ai dit, parce que tout ce que j'ai dit, c'est le fruit de mes années d'expérience en tant qu'orthophoniste, mon expérience d'auteur, d'éditrice, de maman, mais ça n'est que la mienne en fait. Et piochez ce que vous avez à piocher dans ce que je vous ai dit, laissez ce qui vous concerne pas ou ce qui vous semble pas juste et faites votre sauce en fait, que vous soyez parent ou enseignant, c'est valable. Faites votre sauce et faites un enseignement et une éducation qui vous ressemble en fait, parce que sinon on joue un rôle, on essaye d'appliquer une méthode, nous on se sent pas bien et les enfants ils sont vraiment, pour le coup on a l'impression qu'ils voient à travers nous, mais ils ont des détecteurs et ils vont nous trouver bizarres et ils ne vont pas adhérer du tout. Donc, faites-vous confiance et faites quelque chose à votre image. Eh bien, merci d'avoir pris la parole. Merci d'avoir pu partager ton expérience et de nous avoir dispensé certains conseils. Je trouve que cela est vraiment très enrichissant. Et puis, que ce soit les parents, que ce soit les instructeurs ou les enseignants, on aime avoir des regards croisés, des conseils, et puis on aime se poser des questions, s'interroger. Je pense que sans interrogation, sans question, l'éducation finalement n'existerait plus. Et en tout cas, bonne soirée. Merci encore d'avoir pu témoigner. Et à très vite. Bonne soirée. Merci à tous de nous avoir suivis.